Est-ce que xam ngeen le leader de la formation en informatique dañuy maye ay bourses? Waaw, dañuy maye ay bourses. Fantech Academy lance des cours d'été de l'Université populaire du numérique. Tu peux te former à Word, Excel, PowerPoint, cybersécurité, création d'entreprise, gestion de projet, management, infographie, administration réseau et bien d'autres. Inscris-toi, connecte-toi, progresse. En fin de parcours, si tu souhaites valider tes acquis, tu pourras passer une évaluation finale. Et en cas de réussite, une attestation te sera délivrée moyennant des frais d'évaluation. Les inscriptions sont ouvertes sur www.senegal.santechacademy.com. Formez-vous aujourd'hui, transformez votre demain. Photoshop, à quoi ça sert? Avec Photoshop, de toute façon, vous connaissez déjà, vous avez déjà entendu parler, mais on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette formation initiation. On va déjà voir tout ce qui est par rapport au photomontage. C'est aussi une des ressources que l'on peut faire grâce à Photoshop, le photomontage. On assemble différentes photos les unes avec les autres, on fait des compositions, on les retouche, on change les couleurs, on détourne des éléments, etc. Donc ça sert également à faire du photomontage. On peut faire tout simplement également des retouches photos, style magazine, retirer des imperfections sur le visage, sur le corps, rajouter des lumières, changer les contrastes, etc. Donc ça va être tout ce qui est retouche photo qu'on va également faire grâce à des ateliers thématiques et créatifs. On va pouvoir également isoler des personnages et isoler des objets pour les détourer comme si on prenait une feuille de papier et on découpait tout autour de cet objet. Il y a vraiment beaucoup de choses que l'on peut faire avec Photoshop. On travaille avec les images sur Photoshop, c'est un logiciel qui travaille avec le pixel. De toute façon, on va voir ça, on va faire tout ça ensemble, étape par étape. Je vais vous guider tout au long de cette formation. Vous ne serez pas perdu. Allez, on va commencer tout de suite. On va plus tarder. Vous avez téléchargé Photoshop ou vous l'avez déjà sur votre ordinateur. Maintenant, on va l'ouvrir. Vous allez ouvrir Photoshop, donc on n'a pas forcément le même, mais ce n'est pas gênant. Moi, ici, j'ai le 2021. Vous avez le 2020, 2019, 2018 ou encore avant, c'est quasiment pareil. La fonction générale de Photoshop va être identique. Peut-être certaines fonctionnalités ne seront pas là, peut-être quelques dispositions, mais vous ne serez pas perdu si vous n'avez pas la version 2021 de Photoshop. Et si vous l'avez, c'est très bien, on aura la même configuration. Quand vous ouvrez Photoshop à partir, donc moi je suis sur Mac, je clique ici sur l'icône où je vais tout simplement dans les applications et je clique sur Photoshop 2021, vous allez arriver sur cette interface-là. Moi, j'ai déjà fait des réalisations et ouvert des images, donc je retrouve ici les images récentes qui sont faites. On a l'accueil qui va changer au fur et à mesure des mois parce qu'ils vont présenter différents éléments. Et on retrouve à gauche accueil pour retrouver la même chose. Des formations, il y a des petites courtes vidéos qui sont présentées par Adobe pour l'utilisation de certains outils. Et ensuite votre travail, si vous avez mis des photos sur Lightroom, si vous avez fait des documents en ligne ou supprimés. Et on va avoir la possibilité de créer un nouveau document ou d'ouvrir un document Photoshop que l'on a réalisé avant ou qu'on a pu télécharger. Donc nous, ce qu'on va faire, on créera juste après créer un nouveau document. On retrouve en haut ici des fonctions qu'on va retrouver après quand on aura créé ce nouveau document avec les fichiers édition, images, calque, etc. On va voir tout ça ensemble. Je scrolle un peu vers le bas et vous voyez là je suis dans la partie formation, donc il y a plus d'éléments et vous pouvez également rechercher d'autres tutoriels. Voilà, on va cliquer tout simplement sur créer un nouveau document et on va voir dans la prochaine vidéo comment on va créer et les paramètres de ce nouveau document. Allez, on va ouvrir un nouveau document et après on verra l'interface. Allez, créer nouveau et là une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Donc on a des paramètres qui sont proposés par défaut. On retrouve des indications qui sont indiquées tout simplement en pixels. Ici, donc c'est 1181 pixels, résolution 150 pixels par pouce. Et vous voyez, il y en a différents qui sont proposés. On va pouvoir, donc ça c'est les éléments récents que moi j'ai fait. On peut également enregistrer des paramètres. On peut avoir des paramètres par défaut qui sont proposés style photo. Donc, vous voyez, il donne des résolutions. Et ici, on voit que c'est 300 ppp, donc pixels par pouce, c'est la haute résolution, c'est ce qui est donné ici pour l'impression. Quand on est sur la photo, on va faire de la haute résolution. L'impression, donc ça va être plutôt les lettres, les grands formats, les A4, etc. Et on a des modèles qui sont proposés.
On a également pour des illustrations, donc ici c'est proposé encore dans d'autres mesures. Pour le web, donc aussi bien pour faire des bannières, etc. Donc tout ça c'est proposé. Pour le mobile, donc suivant les mobiles, on va pouvoir directement créer un nouveau document par rapport à ce dont on a besoin. Également les films, parce qu'on peut faire des courtes vidéos, des animations sur Photoshop. Allez, si je reclique sur récent, je reviens sur mes dernières fonctionnalités. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la colonne de droite. On va pouvoir rentrer les paramètres de la valeur de ce qu'on a besoin. On peut exprimer soit en pixels, donc c'est ce qu'on va utiliser quand on fait plutôt pour le web. Le pouce, nous en France, on n'utilise pas trop. Centimètres ou millimètres, voilà, c'est pixels, centimètres ou millimètres qu'on utilise le plus. Je vais rester en pixels pour cet exemple. On va pouvoir donner une valeur en largeur, par exemple, allez, 1920, une en hauteur, 1080, et ici je peux choisir l'orientation. Vous voyez, ça me permet de permuter, ici, largeur, hauteur. On va pouvoir également choisir avec du plan de travail, mais ça on verra plus tard, donc on va décocher pour l'instant, la résolution. On va pouvoir choisir différentes résolutions. On va revenir dessus, mais il y a différentes résolutions. 72 qui est la basse résolution, 150 qui est la moyenne et 300 qui est la haute résolution. Quand on fait pour le web, on va rester sur une basse résolution 72 pixels par pouce. Attention, on a la possibilité de faire pixels par pouce ou pixels par centimètre. Nous, c'est pixels par pouce. On va retrouver également la possibilité d'avoir pour la couleur RVB, rouge, vert, bleu, ou d'autres bitmaps, niveau de gris. Celle qui nous intéresse le plus, c'est RVB, donc c'est tout ce qui va être pour le web, tout ce qui va être à l'écran, et CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. On reviendra dessus également dans le chapitre sur les couleurs, et ça c'est quand on va pouvoir faire chez l'imprimeur. Au niveau ici des bits, on va laisser en 8 bits, et l'arrière-plan, ça va être par exemple notre feuille de support, plus ou moins, on va laisser en blanc, et on fait créer. Donc là, on a des valeurs, et je vais retrouver ici mon document qui s'est créé juste là. À vous de jouer, faites-le, et après on va parler de toute cette interface de Photoshop. Le document ouvert, nous allons pouvoir retrouver maintenant l'interface. Alors dans cette interface, qu'est-ce qu'on voit? Je vais vous l'expliquer, je ne vais pas vous expliquer tout en détail, mais dans les grandes lignes, de toute façon, au fur et à mesure qu'on utilise Photoshop, vous allez voir et vous allez tout comprendre. On a au centre le document, donc ça c'est le document qu'on a créé juste avant. Si vous ouvrez un document existant, vous rouvrez différents documents, ils vont apparaître au milieu, et si on a plusieurs documents qui vont s'ouvrir, nous allons avoir des onglets qui vont se créer un peu comme les navigateurs Internet. Sur la partie de gauche, généralement, parce que c'est une fenêtre que l'on peut bouger, on place les outils. Donc tous les différents outils qu'on va pouvoir utiliser pour faire des retouches photos, des photomontages, etc. Souvent, on le place sur la partie de gauche. Ici, on va avoir les propriétés des outils sélectionnés. Suivant l'outil que l'on va prendre, vous voyez ici, il y a des informations qui changent, donc ça on reviendra dessus, mais ici se trouvent les informations de propriétés de l'outil sélectionné. Comme je vous disais, ici, là il y aura tous les onglets des nouvelles fenêtres qui vont s'ouvrir. Moi, j'ai affiché les règles, mais vous ne les avez pas forcément, ce n'est pas gênant. On retrouve ici donc le nom Photoshop et fichier édition image. Donc là, ça va être, quand je clique dessus, vous voyez, ça va permettre d'interagir sur certains éléments, soit de l'image, soit du calque, soit du texte, soit de la sélection, etc. Donc on retrouve tous les éléments ici pour avoir encore plus d'options pour faire des modifications ou créer des choses, des visuels. Donc ça pareil, on va le voir ensemble. En tout cas, quand je vous dirai il faut aller sur l'onglet fenêtre ou sur l'onglet édition, ça se trouvera en haut. Ensuite, on a donc surtout celui qui est intéressant, c'est l'onglet fenêtre. Les fenêtres, ce sont ici les éléments qui sont ouverts, aussi bien là qui sont les outils, ici qui est la fenêtre de caractère, c'est écrit. Et donc, on va retrouver toutes les fenêtres ici. Quand c'est coché, c'est que c'est ouvert. Elle apparaît quelque part. Calque, on le voit ici. À l'inverse, les autres, ça n'apparaît pas. Donc, si c'est pas coché, c'est que ce n'est pas ouvert. Si je clique dessus, à ce moment-là, j'ai une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Cette fenêtre, c'est une fenêtre flottante par défaut, mais on va pouvoir également la faire glisser ici. Vous voyez, il va y avoir automatiquement des zones qui vont se créer pour les ajuster, pour ranger un petit peu notre bureau. Si on a une qui ne nous intéresse pas, il suffit de cliquer sur l'onglet, le prendre, le faire glisser, et on va pouvoir fermer de nouveau juste là. Les fenêtres qu'il faut toujours avoir ouvertes, ce sont les calques. Je vais vous revenir après sur le principe des calques. Après, les autres, on va les ouvrir ou les fermer suivant l'utilité que l'on a et les besoins de création. Voilà
l'interface de Photoshop dans les grandes lignes. De toute façon, on va revenir dessus au fur et à mesure quand on va créer aussi bien les ateliers créatifs que l'utilisation et l'apprentissage des outils. Alors, quand on est dans Photoshop, là, on a créé le nouveau document, mais ce qui peut nous intéresser, c'est d'ouvrir une image ou d'en importer une dans le document sur lequel on est en train de travailler. Il faut bien penser que Photoshop, c'est un peu comme si vous faisiez du collage quand vous étiez petit. Ici, c'est la feuille blanche et on peut récupérer à droite et à gauche des belles images, comme quand on était petit. On prend des ciseaux, on coupe et on va les glisser et les mettre sur la belle feuille blanche qu'on a préparée comme avant. Mais c'est exactement pareil ici dans Photoshop. Alors c'est plus technique, mais ça revient exactement au même. On va voir la plupart du temps un support de base et on va faire glisser des photos, des images qu'on aura coupées, des effets, etc. Donc on a soit la possibilité tout simplement d'ouvrir une photo brute telle qu'elle dans son format ou l'importer dans le format final que l'on a choisi. La première méthode la plus simple, fichier, ouvrir, et donc là vous pouvez ouvrir le fichier JPEG ou aussi bien des fichiers par exemple Photoshop. Pour l'instant on va prendre une photo classique, donc moi que j'ai pris en téléchargement, vous pouvez prendre celle que vous voulez, vous devez avoir une photo sur votre ordinateur, et je fais ouvrir. Automatiquement la photo va se mettre au format de cette photo, ici, vous voyez, ce n'est plus le même format, et comme je vous disais, maintenant il y a des onglets qui apparaissent juste là. Là, c'était le format de départ, et là, la photo qui est ici. Donc là, j'ai ma photo, mais vous voyez, elle est séparée. Si je voulais mettre cette photo ici, j'ai plusieurs possibilités, et une des autres possibilités, c'est tout simplement d'importer à l'intérieur de ce document. Cette fois, on ne va pas faire fichier ouvrir, mais fichier importer. Alors attention, il y en a deux. Il y a importer et incorporer, et importer et lier. Alors la différence, c'est, il y a des avantages, des inconvénients, je vais vous expliquer rapidement parce que là on est vraiment dans le début de Photoshop. Ici c'est importer et incorporer, c'est-à-dire que c'est comme si je prenais la photo et je la collais ici. Alors que là, importer et lier, on va en fait voir visuellement la photo ici, mais elle sera stockée autre part. Donc c'est-à-dire que si cette photo que vous avez ouverte est juste fait importer lier, qui est stockée autre part et que vous la supprimez par mégarde, ou tout simplement vous modifiez le nom, il va avoir une image manquante ici, elle va disparaître. Pour ça que moi, je vous conseille de faire importer et incorporer. Le principe va être pareil, un nouvel onglet va s'ouvrir et vous allez pouvoir l'importer. Et votre photo apparaît ici, tout simplement, sur votre document. Voilà les deux façons les plus simples, c'est très basique, après on va faire des modifications de tout ça pour ouvrir une image et ici importer et incorporer une autre image. Et on va retourner sur l'onglet qui est avec l'image qui a été importée et incorporée. Je vais vous présenter rapidement le panel des outils. Donc il y en a beaucoup. Là je vais juste énumérer, peut-être que vous connaissez, si vous connaissez déjà des outils, vous pouvez passer cette vidéo. Si vraiment vous n'y connaissez rien, je vais juste vous expliquer rapidement. Donc les outils, ce sont les éléments qui sont dans la palette de gauche ici, si elle s'est fermée par mégarde. Vous ne la retrouvez pas, fenêtre, ici, et vous allez pouvoir retrouver tout simplement outils tout en bas, juste là. Vous avez également les options, donc c'était là l'onglet qui était juste là, comme je vous expliquais, et les outils qui sont ici. Donc il y a différents outils. Le premier outil qui va nous permettre de déplacer les images, les éléments graphiques. Vous voyez, il y a le petit visuel qui apparaît. Ensuite, il y a la possibilité tout simplement de faire une sélection. Dans Photoshop, la sélection est symbolisée par des pointillés et va nous permettre d'isoler des objets, supprimer des formes. Donc ici, il y a la possibilité d'avoir tout simplement des formes basiques, des rectangles, des ellipses et des traits. Ici, ça va nous permettre également de créer des sélections, mais avec un autre outil qui est l'outil lasso. Donc ça va pouvoir faire et générer des lignes droites ou de façon à main levée, on va pouvoir avoir cette méthode ici. Et on va avoir complètement à main levée, donc vraiment libre, sans faire des lignes droites, mais vraiment par rapport au flux de votre souris. Donc on va voir tout ça. Là, c'est un autre outil de sélection qui nous permet rapidement de sélectionner des éléments à peu près identiques. Là, ça va nous permettre de recadrer. Là, ça va nous permettre de faire une zone où on va pouvoir importer une image. Par exemple, si on fait plus de la mise en page, ça va automatiquement la mettre dans cette zone. L'outil pipette va nous permettre tout simplement de récupérer des couleurs et les mettre dans le nuancier ou en tout cas dans la zone des couleurs pour l'utiliser par la suite. Ici, ça va nous permettre, ça c'est l'outil correcteur localisé, donc pour supprimer des éléments, vous voyez, il y a un petit visuel qui apparaît. Ici, l'outil pinceau qui va nous permettre tout simplement de peindre, de dessiner avec la couleur choisie, l'épaisseur
de la forme, etc. Ensuite, il y a l'outil tampon de duplication qui nous permet de choisir une zone et de la dupliquer où on veut sur une autre zone. Ensuite, il y a le pinceau de forme historique qui nous permet en fait de récupérer finalement des éléments que l'on aura fait, revenir en arrière, un peu comme l'historique. Ici, il y a la gomme, il y a le pot de peinture qui nous permet de peindre des zones, l'outil doigt qui va nous permettre de tout simplement déplacer des éléments, l'outil main qui nous permet d'augmenter ou de réduire la densité, donc plus ou moins sombre ou plus ou moins clair, une partie de la photo. Ensuite ici, la plume qui nous permet de dessiner des lignes droites ou des courbes, écrire du texte, déplacer les tracés. Ici, dessiner des formes, je vais un peu plus vite, et déplacer avec l'outil main et la loupe. Voilà, je vous explique rapidement. Là, surtout, ce qu'il faut bien garder en mémoire, donc sur Photoshop, c'est le cas. Chaque élément, en fait, a un sous-menu. On voit un petit triangle ici. Vous voyez le petit symbole qui est là en bas à droite. Si je clique longtemps dessus, je vais avoir d'autres outils encore plus complexes. C'est pour ça on va voir plus ou moins tous les outils. Donc là, c'était une petite énumération rapide pour que vous compreniez. Quand je parlerai d'outils, ça se passera dans la partie de gauche. Si je vous dis que c'est un sous-outil ou sous-catégorie, il faudra cliquer longtemps dessus pour voir apparaître encore d'autres outils. Voilà, je vais vous expliquer plus en détail avec toutes les créations des visuels et des outils. Le début est un peu plus lent, mais on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Quand on veut se déplacer dans le format, dans notre document, on a deux outils principaux. La loupe qui va nous permettre de zoomer, donc aussi bien zoom avant, zoom arrière. C'est le petit symbole de la loupe. Je clique dessus. Je retrouve juste en haut les options. Donc là, par défaut, c'est l'outil loupe plus. Vous voyez le petit plus ici. Il y a également l'outil loupe moins pour zoomer ou dézoomer. Si je clique une fois dessus, ça me permet de zoomer, vous voyez, en avant. Et maintenant, je peux aller chercher en haut pour zoomer en arrière. Il y a le petit moins au milieu de la loupe. Petite astuce, si je suis avec le plus en raccourci clavier, si j'appuie sur Alt et je maintiens la touche Alt, vous voyez, il y a automatiquement le plus qui se transforme en moins. Et là, je dézoome et ça me permet de zoomer. Si je suis en zoom avant, donc là la photo n'est pas de très bonne qualité, vous voyez, on voit bien les pixels qui apparaissent, j'ai la possibilité de me déplacer dans la photo sans avoir obligatoirement besoin de dézoomer pour retrouver un autre emplacement. Il y a l'outil main. Donc soit je clique sur la main et vous voyez, l'outil se transforme en main. Si je clique, je maintiens le doigt appuyé sur la souris et que je me déplace, ça me permet de me déplacer à l'intérieur de mon image. Si j'ai un autre outil, par exemple le premier outil qui est là, et que je voudrais me déplacer à l'intérieur de cette image, autre astuce, si j'appuie et je maintiens la touche espace, n'importe quel outil sélectionné se transformera automatiquement en main, ce qui me permet tout simplement d'aller me déplacer sur la partie de l'image qui m'intéresse ou de ma composition graphique. Outil loupe, outil main qui nous permet de naviguer à l'intérieur de notre document. Et ça marche aussi si je suis juste sur cet élément-là. Raccourci clavier Z pour la loupe, je zoome, j'appuie sur la barre espace et ça me permet de me déplacer sur l'image. Allez-y, à vous de le faire, c'est des petites manipulations au début assez simples et on va aller avancer progressivement dans la difficulté et la présentation des outils. Intéressant, c'est bien sûr d'enregistrer notre document. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait pour enregistrer, même si on n'a rien créé, comme ça vous le saurez par la suite, c'est important. Je vous invite également à penser à enregistrer au fur et à mesure que vous travaillez. Votre ordinateur peut-être peut planter, ou vous devez, je sais pas moi, vous absenter et ne pas pouvoir progresser sur votre travail. Comme ça, il n'y a pas de problème ou une coupure de courant tout simplement. Pour enregistrer un fichier, donc que ce soit une composition, du retouche ou autre, il faudra aller dans Fichier, Enregistrer sous. Et là, on a plusieurs formats pour enregistrer. Dans un premier temps, dans cette fenêtre, on va voir le nom. Vous voyez, par défaut, il y a une extension .psd qui veut dire Photoshop. Allez, je vais nommer par exemple test.photoshop. L'extension se met automatiquement en choisissant le format. Ici, vous avez le choix entre plusieurs formats. Le premier format qu'il faut absolument enregistrer dans tous les cas, c'est le format Photoshop qui va nous permettre de récupérer le fichier source, de le retoucher, de faire des améliorations et autres. Donc, il faut bien vérifier ces .psd. Ici, vous choisissez l'emplacement. Alors, bien sûr, moi, je suis sur l'interface Mac. Si vous êtes sur un PC, ça risque d'être un peu différent. Vous choisissez l'emplacement, vous donnez le nom et vous faites enregistrer. Allez, d'ailleurs, je vais le mettre sur le bureau. Enregistrer. Ici, donc, moi, il me demande
juste un accès, je fais autoriser, et ici maximiser la compatibilité, je fais OK. Donc là j'ai enregistré en format Photoshop. L'inconvénient c'est que quelqu'un qui n'a pas Photoshop ne va pas pouvoir ouvrir ce fichier. Également, si vous avez fait un visuel pour les réseaux sociaux, vous voulez le poster sur les réseaux sociaux, ce n'est pas possible également. Donc on va voir tout ça, on va pouvoir l'enregistrer sous un autre format. Et un des autres formats les plus connus, c'est le format JPEG. Fichier enregistré sous. Cette fois, vous pouvez donner le même nom, l'emplacement que vous voulez, et surtout ici au niveau du format, donc il y en a plein d'autres, on va chercher JPEG, JPEG. Là, c'est un format aplati. Vous comprendrez la différence qu'avec les formats des calques, il y a des couches d'éléments graphiques les uns au-dessus des autres. Là, JPEG, c'est juste aplati, mais tout le monde va pouvoir l'ouvrir. Et on fait enregistrer. Et là, vous voyez, l'extension qui était tout à l'heure PSD est maintenant JPEG. Et je fais enregistrer. Là, moi, j'en ai déjà un qui s'appelle comme ça, donc je fais juste le changer. Voilà, enregistrer. Ici, on va me demander une option. Pensez à toujours mettre le maximum. La qualité, vous pouvez toujours la réduire, mais l'augmenter, c'est problématique. Ça perd un peu de sa qualité si vous augmentez la taille. Donc, il vaut mieux mettre maximum et vous faites OK. Voilà, comme ça, vous avez toujours enregistré un format Photoshop que vous allez pouvoir revenir et retravailler et un format JPEG que tout le monde pourra ouvrir et qui ne pourront pas modifier si vous l'envoyez. C'est aussi important que les gens ne puissent pas modifier votre travail sans que ça soit volontaire ou demandé. Voilà pour l'enregistrement simple. On va venir plus en détail sur d'autres éléments pour l'enregistrement, mais déjà comme ça, vous savez et vous ne serez pas perdu quand vous voudrez enregistrer par la suite. Nous allons voir une autre option avec l'outil Loop. Donc on a vu ici les différentes fonctions. On peut également retrouver donc adapter à l'écran ou plein écran. Si je clique dessus, en fait, ça va me permettre de l'adapter en plein écran, vous voyez, pour prendre le maximum de taille. Et on a également, alors je fais zoom arrière de nouveau, maintenant vous savez le faire. Si je clique en continu, je garde le doigt appuyé sur la souris. En fait, ça va faire un zoom avant, vous voyez. Et à l'inverse, si au lieu de la loupe plus, pardon, j'ai la loupe moins, je vais dans l'autre sens. L'autre option qui fonctionne depuis les dernières versions, en fait, par exemple, si je veux zoomer sur cette zone-là, je pourrais aller directement chercher avec ma loupe, mais je peux retrouver un calque directement. Et si j'appuie sur Alt et je clique, en fait, automatiquement, ça va zoomer sur et aller chercher le calque qui correspond à cet élément-là. Donc ça peut être pratique quand on veut travailler sur directement un des calques. Et après, on peut repositionner un petit peu mieux ce que l'on veut. Vous voyez, on a la possibilité tout simplement en allant sur la vignette Alt, je maintiens Alt et je clique, ça va sélectionner automatiquement la vignette qui est sélectionnée pour arriver dessus, vous voyez. Et pour pouvoir après retravailler plus en détail dessus. Voilà une petite option, n'hésitez pas à vous en souvenir, ça peut être pratique pour la suite. Alors ici, quand je travaille, j'ai un certain espace de travail qui est ici. Donc l'espace de travail s'appelle les fenêtres qui sont ouvertes. On peut personnaliser tout ça et après au fur et à mesure de l'utilisation, vous allez voir que vous allez plutôt travailler avec telle ou telle fenêtre suivant ce dont vous avez besoin. Je vais vous montrer où on va pouvoir personnaliser tout ça ou en tout cas déjà changer les préconfigurations qui sont proposées. Quand vous allez dans Fenêtres, on a les deux premiers onglets qui nous permettent déjà de la réorganiser. C'est organiser les fenêtres. Moi par défaut, je préfère que ça apparaisse dans les petits onglets. Si je fais ouvrir, si j'ouvre une autre image, ok, je vais ouvrir une autre image. Vous voyez, moi, ça va apparaître par la suite dans des onglets séparés. Ok, je vais vous montrer ici dans des onglets séparés. On va pouvoir choisir, par exemple, que l'organisation soit en mosaïque. Donc, il va voir s'il y en a deux qui sont ouvertes en côte à côte, s'il y en a trois côte à côte, etc. On peut en avoir plusieurs. Donc, tout regrouper dans les onglets, c'est moi ce que j'ai fait par défaut, mais on peut avoir deux vignettes dans un sens, dans un autre. Donc voilà, ça permet par exemple, si vous avez vraiment une comparaison à faire entre deux éléments ou autres, voilà, ça vous êtes libre de choisir. Moi en tout cas, je vais travailler avec une organisation regroupée dans les onglets. Maintenant au niveau du plan, ici, de la zone de travail, on va pouvoir aller dans Fenêtre, Espace de travail, en avoir différents. Donc les indispensables, vous allez voir, il va y avoir différents, voilà, vous voyez, différents onglets qui apparaissent. Ensuite, il va avoir, si je choisis plutôt sur la 3D, il va avoir des éléments qui vont s'ouvrir plutôt propres à la 3D, et ainsi de suite. Et je vais pouvoir également, ici, donc choisir les autres, supprimer un espace de travail par rapport à ceux-là qui ne me correspondent pas, ou également
un nouvel espace de travail. Je vais créer un nouvel espace de travail. Je vais pouvoir rajouter des raccourcis ou autres. Par exemple, mon espace. Et donc, ça va être cet espace-là qui sera enregistré. On va retrouver dans l'espace de travail mon espace, pardon. Là, je vais pouvoir ouvrir donc toutes les fenêtres que je veux, donc les paragraphes, peu importe, toutes celles qui m'intéressent. Et là, si je fais fichier ici, nouvel espace de travail, ça va enregistrer cette configuration-là. Et là, l'avantage, c'est que ça vous permet de récupérer toujours avec la même configuration. Vous serez moins perdu, vous aurez une gestion plus rapide des éléments que vous allez vouloir faire. Donc là, vous êtes vraiment libre de choisir. Moi, ce que je vais faire, je vais revenir sur un espace de travail, pas indispensable d'ailleurs. Je suis graphisme et web. Et après, si vous voulez un autre, pas de souci, vous pourrez mettre un autre. En tout cas, voilà pour l'espace de travail, comment rapidement, tout simplement le personnaliser et avoir le même. Donc vous mettez toutes les fenêtres que vous voulez, fichier, espace de travail, nouvel espace de travail, et vous le renommez. Nous allons nous intéresser aux images. On va ouvrir une image que je vous fournis. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir tout simplement une autre image. Là, c'est juste pour vous montrer certains paramètres. Fichier ouvrir, ou ici, là je suis dans l'interface du début, juste ouvrir ici, ou fichier ouvrir, ça revient au même. Là, vous avez téléchargé normalement l'image que je vous ai fournie, vous ouvrez une autre image comme je vous disais, et ouvrir. Là, on a la possibilité de choisir un mode colorimétrique. Moi, je fais supprimer le profil incorporé pour faire la gestion directement dans Photoshop. Et ici, on va tout simplement retrouver notre image qui va s'ouvrir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des informations sur cette image. Parce que de la voir comme ça, je ne sais pas vraiment sa taille, en centimètres ou en pixels, sa couleur, si c'est du RGB, CMJN, même si on va revenir dessus après par la suite, mais plein d'informations que je n'ai pas ici. Donc on va pouvoir aller tout simplement dans les paramètres d'image. C'est assez logique, hein. Quand je vais vous dire les choses, vous allez voir, quand on travaille sur une image, il va y avoir des paramètres dans l'onglet image, dans le calque, sur l'onglet calque, etc. Allez, image. Et ici, je vais pouvoir retrouver différentes informations. Moi, celle qui m'intéresse dans un premier temps, c'est la taille de l'image. Parce que visuellement sur mon écran, je ne sais pas quelle est la taille. Allez, taille de l'image. J'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît et je vais retrouver ici la taille, le poids, hein, vous savez, le nombre de gigas, le nombre de mégas, le nombre, etc. que je retrouve juste là. Les dimensions par défaut, là, elles sont exprimées en pixels. Donc 3543 par 3543. Je peux ajuster la taille originale ou avoir finalement un recadrage qui se fait, mais moi je vais laisser taille originale. Ici je vais pouvoir donc choisir également les unités pixels, centimètres, etc. Par exemple, je voudrais savoir en millimètres combien ça fait. Je clique dessus, je vois que ça fait 1249 mm. En centimètres, je pourrais l'avoir, voilà. Donc ici, je vais pouvoir retrouver toutes ces informations-là, la largeur, la hauteur, la résolution. La résolution, c'est le nombre de pixels par pouce. Le pouce, c'est 1 pouce par 1 pouce, hein, c'est une valeur. Attention, on est proposé par défaut pixels par pouce et pixels par centimètre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pixels par pouce. Par défaut, on dit que 72, c'est la basse résolution, 150, la moyenne, et 300, la haute résolution. On a donc ici toutes les informations que l'on va pouvoir retrouver par rapport à cette image. Et par la suite, je vous montrerai comment on peut rééchantillonner, redimensionner cette image. Pour l'instant, c'était juste pour voir les informations que l'on a. Et je fais OK. On retrouve une autre information quand on a ouvert tout simplement l'image. On voit le nom de l'image dans l'onglet. Ce que c'est comme style d'image, ici c'est du JPEG. Là, on la voit à 33% de sa capacité maximale, hein, comme c'est un petit zoom arrière. Et ici, on voit que c'est une image RVB, donc rouge, vert, bleu, en 8 bits. Vous savez, quand on avait créé un nouveau document, c'est un peu ce qu'on retrouvait. Voilà pour les informations très basiques que l'on peut avoir pour une image. Ça peut être intéressant si quelqu'un vous dit, voilà, est-ce que l'image fait telle ou telle taille? Vous en savez rien quand vous l'ouvrez. Allez, image, taille de l'image, et là, vous retrouvez les valeurs de cette image et vous pouvez varier centimètres, pixels, etc. pour voir si ça correspond à vos attentes. Souvent, vous entendez parler des pixels, mais on ne sait pas trop forcément ce que c'est. Je vais vous montrer tout simplement en zoomant sur cette image. Si vous avez une autre image, c'est pas gênant, gardez votre autre image. Je vais cliquer assez longtemps dessus, je vais aller sur une zone où il y a pas mal de couleurs.
Voilà. Je clique, je clique, je clique et vous voyez, au fur et à mesure, il y a des petits carrés qui apparaissent. Et c'est ça, les pixels, ce sont des petits carrés. Donc Photoshop, pour lui, en fait, cette image n'est constituée que de petits carrés, donc 2 pixels. Ça, c'est un pixel de couleur. Et visuellement, en fait, quand tous ces carrés de couleur vont être mis côte à côte, l'œil humain va retranscrire pour que ça fasse telle ou telle forme. Voyez ? Et donc c'est ça le pixel. Quand on dit la qualité, c'est par rapport au nombre de pixels, par rapport à la taille de cette image. Pouce, pixel par pouce, le nombre de petits carrés par pouce. Plus il va en avoir, plus la qualité va être bonne. Là, il y a beaucoup de pixels, elle est grande, vous voyez, la qualité est bonne. On ne voit pas cet effet un peu de carré qui puisse apparaître quand on vous dit cette image est pixelisée. En fait, c'est tout simplement parce que il n'y a pas assez de pixels par rapport à la taille de votre image. Donc, c'est comme si vous aviez un zoom ici. Vous voyez, là, on commence à voir les carrés. C'est pas très joli. Vous voyez ? Et donc, c'est ça la qualité et le pixel, c'est vraiment le petit carré de couleurs mis côte à côte qui, avec les différences de couleurs, l'œil humain retraduit ces différences de couleurs par une forme, par un aplat de couleurs, un dégradé, etc. Donc voilà ce qu'est le pixel. Plus il y a de pixels par image, plus la qualité est bonne et donc vous pourrez potentiellement agrandir un peu plus cette image pour avoir une plus grande image. Et donc Photoshop est un logiciel où on travaille avec les pixels. Je vais rouvrir l'image de tout à l'heure, vous l'avez peut-être déjà ouverte, fichier ouvrir, et on va rouvrir l'image exemple.jpg. On a vu tout à l'heure, quand on faisait image taille de l'image, on retrouvait les dimensions de l'image. Ici, je vais pouvoir redimensionner si j'ai besoin pour mon travail que cette image ne fasse plus que 50 cm. Ici, je vais tout simplement mettre 50 et ça va recalculer la largeur hauteur. Alors ici, sur mon exemple, c'était un carré, donc on retrouve la même valeur. Mais ici, comme j'ai les petites accolades, ça va recalculer automatiquement si je mets la largeur que je souhaite par rapport à la hauteur besoin. Je valide, ça va donc réduire mon image parce qu'elle est passée de 130 cm à 50 cm. Mais par exemple, mon image, je voudrais qu'elle fasse que 40 cm de large par 50 de haut. Ici, elle fait 50 par 50. Je vais pouvoir la redimensionner. Image taille de la zone de travail. Ici, la zone de travail, c'est l'intégralité de mon image. Image taille de la zone de travail. Et je vais pouvoir changer ma taille, largeur, hauteur. Ici, je voudrais qu'elle fasse 40 cm de large. Qu'est-ce qui va se passer ? Ici, il va avoir 5 cm coupés à gauche, 5 cm coupés à droite. Parce que j'ai choisi un positionnement au centre. Mais je peux choisir que ça coupe complètement la partie ici de 10 cm ou à l'inverse ici de 10 cm ou suivant là où je clique, là où il y a le point au milieu. Souvent, on prend et on laisse le point au centre de cette cible. Quand je valide, il va avoir un petit message d'avertissement pour dire que mon image va être coupée et c'est très bien. C'est ce que je voulais. Automatiquement, vous voyez, ça a été coupé et donc là, j'ai pu redimensionner mon image simplement. Image taille de l'image, je donne la taille que je veux. Et image réglage du poste du plan de travail, je pourrais la couper. Et ici, j'ai une autre fonctionnalité, je reviens juste après, dessus exprès, la résolution. Si je décoche rééchantillonner, je vais pouvoir faire ici, par exemple, si je voudrais savoir combien ça fait en 150 pixels pouces. Parfois, vous entendez, voilà, ma résolution pour l'imprimeur, c'est 300. Je mets 300, donc c'est une image haute résolution. Maintenant, mon image qui tout à l'heure, en basse résolution, faisait 40 cm par 50. Si c'est en haute résolution, donc pour l'envoyer chez l'imprimeur, pour le mettre dans un magazine ou autre, là ça ne fera plus que 9 cm 6 par 12. Voilà, il faut bien décocher rééchantillonnage et ici on aura bien la conversion en moyenne, donc 150 pixels, 300 en haute ou 72 et on aura la taille ici. Parfois votre imprimeur va dire ok, votre image elle est comme ça, mais on a besoin de savoir la taille. Donc vous allez faire image taille de l'image et vous mettez 300 et là comme ça vous allez savoir si votre image est de bonne qualité ou assez grande pour être imprimée. Voilà les petites astuces et on va continuer à voir encore d'autres outils. Sur mon image d'exemple ici, donc on voit là toujours mon image et par défaut si on ouvre la palette des calques, la fenêtre des calques qui est ici, c'est un arrière-plan. Je vais vous montrer pour transformer la taille parce que cette image est une taille, on a vu comment redimensionner, là on va pouvoir transformer. C'est ce qui va être le cas également quand on va faire des photomontages. Vous aurez glissé ou importé des images qui ne seront pas forcément à la bonne taille par rapport à votre composition. Donc je vais vous montrer comment la transformer. Un arrière-plan par défaut, on ne peut pas le transformer.
Il faut donc aller dans la fenêtre des calques. Si vous ne l'avez pas, fenêtre, et vous allez retrouver calque, c'est par ordre alphabétique. Cette fenêtre-là va s'ouvrir et il vous suffit de transformer l'arrière-plan en calque. Pour ça, il vous suffit de cliquer tout simplement sur ici le cadenas et voyez le mot arrière-plan et calque. Et maintenant, je vais pouvoir tout simplement bouger cet élément grâce à l'outil ici de déplacement. Si je clique sur mon image, je regarde de bien avoir ici sélection automatique, ça va automatiquement sélectionner l'élément sur lequel je clique. Et là, vous voyez, je peux le déplacer. Je peux déplacer mon image. Je veux revenir comme avant, donc retourner, annuler l'action, c'est commande ou CTRL Z. Ici, je vais redéplacer un petit peu, on voit ici un petit damier blanc et gris. Sur Photoshop, ça symbolise la transparence, ça veut dire qu'il y a derrière, c'est transparent. Si vous imprimez sur une feuille de papier blanc, ça sera du blanc, sur une feuille de couleur, ça sera la couleur du papier. Allez, en tout cas, c'était les petites premières manipulations. Moi, ce que je veux, c'est par exemple réduire la taille, garder le format ici du document, donc le carré qui était initialement fait de la taille de l'image, mais je voudrais qu'elle soit plus petite dans ce carré. Pour ça, je vais faire une transformation. Je vais vous montrer avec l'onglet directement, mais surtout après avec le raccourci clavier qu'on utilise tout le temps parce que la transformation, on l'utilise quasiment tout le temps. Allez, édition, transformation, manuel, et on voit ici les raccourcis clavier. Moi, je suis sur Mac, commande T. Si vous êtes sur PC, c'est CTRL T. Si vous êtes perdu, de toute façon, il y a le petit symbole de votre raccourci clavier. Je clique dessus et qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît un cadre autour avec des petites poignées que je vais pouvoir modifier. Donc, je peux aller dans le coin, ça va réduire automatiquement en largeur-hauteur. Ici, seulement en largeur, seulement en hauteur et peu importe où je le fais. Ici, au milieu, il y a une cible. La transformation va se faire par rapport à ce point-là. Donc, si je réduis ici, vous voyez, ça le fait par rapport à son centre juste là. Et donc là, ça le fait de façon homothétique, de façon proportionnelle. Attention, si vous êtes sur la version avant 2021 ou 2020 même, cette transformation ne fonctionne pas. Il faudra appuyer sur Shift, je vous le dis. Si vous êtes en train de suivre cette formation sur une version 2016, 2017, 2018, 2019, si vous faites ça, en fait, ça déforme. Donc, il faudra appuyer sur Shift. En fait, ça fait sans défaut, là, par défaut, ça fait ici, pardon. Si vous appuyez sur Shift, ça le fera bien de façon proportionnelle. Donc, attention. Et donc, là, on a la possibilité de transformer notre image. J'appuie sur Entrée et je valide ici la transformation. Allez-y, essayez de votre côté, je vais vous montrer d'autres petites transformations juste après, mais comme ça, vous n'allez pas être perdu. Et l'explication, ça pas trop longue. Allez-y, faites ça de votre côté, transformez le calque, l'arrière-plan, en calque, commande T ou CTRL T et réduisez la taille de façon proportionnelle pour ne pas déformer l'image. On a vu la transformation la plus simple, façon proportionnelle. Allez, commande ou CTRL T, je refais. Et ici maintenant, si je vais sur un des coins, vous voyez, par défaut, ça le réduit également. Là maintenant, depuis les versions 2020 et 2021, ça réduit toujours de façon proportionnelle. Si je voulais juste écraser, j'appuie sur Shift. Ici, vous voyez, ça écrase en largeur ou en hauteur. Je maintiens la touche Shift. Okay, c'est la touche pour bloquer les majuscules. Je la maintiens, je clique, je me déplace et automatiquement, ça écrase ici l'élément. J'ai la petite cible au milieu que je peux décaler. Et comme ça, on va pouvoir après le faire. Surtout, ça va être au niveau de la rotation. Vous allez voir que ça va modifier. Allez, je reviens en arrière. CTRL ou commande Z. Et là, je vais dans un des coins, un tout petit peu plus loin que le coin. Hop là, voilà, vous voyez, automatiquement, ici, j'ai une diagonale. Et là, j'ai un quart de cercle qui apparaît. Ça marche ici dans les quatre coins. Ça symbolise la rotation. Je clique, je me déplace. Ça me permet de faire une rotation. J'ai une petite fenêtre qui apparaît avec l'angle de rotation qui est proposé en positif ou en négatif. On retrouve ici, vous allez voir automatiquement le même chiffre là. Si vous regardez juste là, ça bouge de la même manière. Et c'est là où il y a l'axe de rotation qui est important. Quand je lâche, j'ai toujours ma rotation, mais maintenant si je déplace mon axe, vous voyez, il va faire la rotation par rapport à ça. Alors vous n'avez pas l'utiliser souvent, mais parfois par rapport à des montages, ça sera plus facile de placer votre axe de rotation. Quand ça vous convient, toujours vous appuyez sur Entrée ou vous retrouvez en haut le symbole. Ici pour annuler, ici pour valider ce que vous avez fait. Si je refais CTRL ou commande T, je peux revenir pour faire la rotation. Vous voyez la petite différence, c'est que mon cadre prend par défaut un cadre rectangulaire. Tout à l'heure, il était le long de l'image parce qu'en fait, il était bien horizontal. Là, en fait, à chaque fois, il insère ce cadre dans un carré. Voilà, c'est juste une petite différence et il repart toujours par défaut d'un angle à 0.
Ok, il ne va pas nous dire qu'il est sur cet angle-là. Donc voilà, c'est juste une petite particularité. Allez, je valide, je reviens juste en arrière, commande ou CTRL T, et je peux rentrer ici directement les valeurs. Vous voyez, moi là, soit j'ai la petite main, je peux également faire la rotation, ou directement rentrer les valeurs. Si je veux faire une rotation à 90, j'écris 90 degrés, et ça me fait automatiquement la rotation. Donc, vous pouvez également le faire ici, je reviens en arrière, hop, et là on retrouve en fait ce point-là, vous pouvez faire ici en haut à gauche. Vous voyez, le point de rotation va se placer automatiquement dans les coins, comme vous voulez. Donc souvent on le laisse au milieu, mais vous pouvez donc choisir de cette manière-là pour ici l'axe de rotation. Donc allez-y, faites la rotation et on va passer à la symétrie. Alors parfois quand vous avez votre image, et surtout quand vous faites le photomontage, il va avoir un besoin ou une nécessité de faire une symétrie. Donc un effet miroir dans un sens, soit dans le sens ici pour que ça soit inversé vers la droite ou vers la gauche, donc ici de façon horizontale ou de façon verticale, donc la rotation dans l'autre sens. Pour faire ces modifications, on les retrouve dans Édition, Transformation, ici, voilà. Et donc là, on a différentes rotations et transformations. Nous, celles qui nous intéressent, on a ici tout simplement les symétries. Donc là, les rotations, c'est ce qu'on a fait, mais automatiquement, il y a un paramètre qui est fait, si vous voulez, en rotation à 180, 90 et anti-horaire 90. Donc horaire, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, anti-horaire, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Allez, symétrie horizontale. Horizontale, en fait, ça le fait un flip, en fait, dans le sens interverti, vous voyez. Commande ou CTRL Z pour revenir en arrière, édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Et on peut faire édition, transformation, symétrie, axe vertical. Donc ça intervertit, le bas arrive en haut. Ok, donc ça on l'utilise parfois quand vous allez faire un photomontage pour mettre des images dans un autre sens. Si vous voulez faire par exemple un objet, un reflet d'un objet qui n'existe pas, vous avez l'objet qui est détouré, vous le copiez et vous ferez une rotation verticale pour que ça fasse intervertir du haut au bas. Voilà pour faire tout simplement une symétrie, parce que si vous faites ici une rotation, ce n'est pas vraiment là, c'est juste une rotation. Donc là vous pouvez vous dire bah oui mais le haut est en bas. Mais en fait, ce n'est pas une symétrie qui a été faite, c'est vraiment une rotation à 180 degrés. Vous le verrez que c'est inversé par rapport à vraiment une symétrie, un effet miroir dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà pour faire des symétries, les transformations et les rotations des images. Nous allons ouvrir un nouveau document blanc et on va importer une image dans un cadre, vous allez voir. Allez, fichier nouveau. Vous choisissez le format que vous voulez, moi 1920 par 1080 en 72 RVB, basique, peu importe, je fais créer. J'ai le format, peu importe ce format comme je vous disais. Là, une particularité qui est arrivée sur Photoshop depuis 2020 et 2021 maintenant. Donc si vous avez une version moins récente, vous n'aurez pas cette option-là, ce n'est pas grave, c'est pas indispensable. Avant, on s'en servait de Photoshop très bien. Donc là, c'est plus pour faire de la mise en page, on va pouvoir mettre un cadre photo. Si vous connaissez InDesign, c'est un peu le même principe. Donc là, en fait, on crée une zone qui va accueillir par la suite une image. Et même si cette image est plus grande, elle ne sera visible que dans ce cadre. C'est un peu ce qui se passe dans InDesign. Par exemple, vous avez besoin pour faire, je sais pas moi, une petite bannière, un magazine, alors même si c'est mieux de le faire sur InDesign, ici vous savez que vous avez une image. Vous pourrez mettre une zone de texte ici, une autre image là, et vous allez pouvoir importer à l'intérieur de cette forme votre image. Donc si après vous faites d'autres manipulations, ça symbolise l'image. Vous sélectionnez en cliquant dessus. Je vous rappelle juste qu'avec mon outil de sélection, de déplacement, j'ai bien coché ici sélection automatique, ce qui me permet de, quand je clique sur un calque, un objet, tout simplement qu'il soit sélectionné. Maintenant, je fais fichier, importer et incorporer ou lier. Je vous expliquerai rapidement ce que c'était. Incorporer, ça va être propre au document, et lier, ça va être un appel d'un fichier extérieur et qu'il ne sera en fait finalement stocké autre part. Moi, je préfère incorporer comme ça, il y a moins de problèmes. Allez, je vais chercher toujours mon image de base et je fais importer. Et vous voyez, automatiquement, elle se place dedans. Moi, mon image était un carré. On l'a vu depuis le début, c'est bien carré. Là, c'est un rectangle, donc forcément, elle est coupée. On peut déplacer notre image à l'intérieur de ce cadre. Vous voyez, comme ça, je vais pouvoir jouer directement en double-cliquant, réinteragir dessus. Si je voudrais zoomer plus sur le vélo, commande T, c'est ce qu'on a vu. On va pouvoir agrandir,
et que ça ne soit visible. Je reviens juste en arrière. Parce que, hop. Et ça ne sera visible que dans cette zone de cadre. Donc ça peut être un avantage quand vous faites de la mise en page, quand vous savez que vous avez un espace qui est dédié, qui ne vous permet que cette place-là, ou quand vous faites une petite mise en page, vous n'avez pas encore la photo définitive et vous voulez voir un peu l'emplacement. Vous mettez tout simplement votre cadre et vous dites, voilà, je sais que ma photo, j'aurai cette place-là, je vais par la suite faire le shooting photo nécessaire et je vais le faire. C'est un peu ce qui est fait quand on fait les magazines ou autres. Donc ça, c'est le cadre photo. Si je double-clique, j'interagis donc sur la photo. Si je clique une seule fois, j'interagis sur le cadre et je peux déplacer ce cadre. Je peux également, avec la touche commande ou CTRL-T, tout simplement agrandir ce cadre, faire la rotation de la même manière qu'une image. Et donc je pourrais faire la rotation par exemple de mon cadre. Et si je double-clique à l'intérieur, j'interagis sur mon image. Je peux de nouveau faire une rotation de mon image à l'intérieur de ce cadre si besoin. Comme ceci. Donc voilà, ça permet d'avoir des cadres avec des images à l'intérieur. Allez, je repars sur notre image d'exemple. Ici, on va la fermer pour revenir au départ. Hop, ne pas enregistrer, ne pas enregistrer. Fichier ouvrir et je vais retrouver sur mon image de départ. Allez, rouvre également l'image. Je vais monter le recadrage. On a vu différentes possibilités pour modifier grâce ici avec les... Vous vous souvenez, avec le redimensionnement, mais il y a un outil, l'outil recadrage qui se trouve dans la palette des outils. Raccourci clavier C, c'est le petit symbole ici avec les deux angles droits qui se permettent. Je vais cliquer dessus et on voit apparaître automatiquement des symboles. Donc c'est un peu le même symbole que ce qu'on avait quand on faisait avec l'outil transformation. Alors suivant les versions, le symbole n'est pas exactement pareil ici, 2020 et 2021, c'est celui-ci. Et là, ce n'est pas pour redimensionner, enfin, c'est pas pour transformer la taille, c'est vraiment pour redimensionner. On va réduire le cadre finalement. J'ai cliqué à côté, pardon. Et si vous voyez, en fait, tout ce qui va être dans la zone foncée va être croqué, va être coupé, mais tout ce qui va être dans la zone claire va de nouveau exister. Ce qui me permet, par exemple, je dis que j'aimerais bien, faire entre guillemets un zoom ici sur le vélo avec l'arbre. J'appuie sur Entrée pour valider ma transformation et je n'ai plus que cette image qui apparaît. J'ai coupé le reste, j'ai retransformé. Donc ça, on peut faire une transformation à main levée. Je prends l'outil et là, je vais le faire à main levée. Je peux retrouver des options qui sont juste ici. On va voir la possibilité de faire un rapport largeur-hauteur, résolution, origine, par exemple un carré. Donc là, c'était un carré, mais automatiquement, par défaut, ça restera un carré ou ça créera une conversion de mon nouvelle image en carré ou en format différent. Vous voyez, si je clique, automatiquement, ça me crée un format qui a un rapport de 5 par 7. Je peux déplacer mon image à l'intérieur de ce cadre, je peux le réduire, et vous voyez, suivant là comment je me déplace, automatiquement, ça garde un rapport ici, soit dans un sens, soit dans l'autre. Je peux effacer pour revenir en arrière, et je peux trouver d'autres paramètres. Si je veux, je peux moi-même définir mon rapport. Par exemple, 2 tiers. Et automatiquement, ça va me transformer un élément en 2 tiers. Ou en 2,2. Vous voyez, ça fait 1 carré ou 2 par 10. Donc, suivant ce que j'ai, c'est un rapport. Un largeur-hauteur, ce n'est pas une mesure, c'est un rapport. Et automatiquement, vous voyez, quand je retourne ici, ça va toujours me garder ce rapport-là. Si je clique au milieu, je déplace l'image. Et si je vais sur le côté, je vais pouvoir agrandir ou réduire les éléments. Quand ça me convient, j'appuie sur Entrée ou ici sur le symbole Valider. Voilà. Et donc là, ça a bien coupé de la manière dont je voulais. Allez, commande Z pour revenir en arrière. Vous avez compris, essayez tout simplement de regarder un petit peu ce qui se passe par rapport aux différents rapports. Et si par la suite, vous le réutilisez, c'est bloqué, pensez à cliquer sur Effacer et vous allez retirer pour revenir sur un rapport que vous allez pouvoir faire à main levée par la suite sans contrainte de taille. À vous de jouer. Nous allons ouvrir une nouvelle image pour voir une nouvelle fonctionnalité quand on est avec l'outil recadrage. Allez, fichier ouvrir. Pardon, il faut juste que je valide ma transformation. Fichier ouvrir. Et là, vous avez une deuxième image qui s'appelle horizon copié avec l'horizon qui est un peu tordu. C'est fait exprès. Donc, voilà, je vais zoomer un petit peu. Ce qui se passe, ça se peut que vous preniez une photo, donc l'horizon c'est parce que c'est le plus facile ici à comprendre, mais ça peut être n'importe quel élément, où vous vous rendez compte que finalement l'inclinaison de la ligne d'horizon, que ce soit sur un paysage ou sur ici la mer,
n'est pas bien faite. Donc on pourrait tout simplement le faire aussi à vue en faisant la rotation, hein, Commande T comme on a vu et faire la rotation. Mais si on prend l'outil de recadrage, on voit le mot ici désincliner. On voit supprimer les pixels rognés parce qu'en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une rotation qui va se faire et donc si ça tourne un petit peu vers la droite, ces éléments là vont être supprimés, mais là il va y avoir du blanc. Et on peut également faire contenu pris en compte. Comme ça, je vais vous montrer la différence, ça va combler le trou qui est ici. Désincliner, et j'ai tout simplement besoin de cliquer sur mon début et sur la fin de mon horizon. Vous voyez, il y a un petit angle, là il me dit qu'il est de 2,3. Si je lâche, automatiquement, il va recalculer pour que ça soit bien horizontal. Et vous voyez, l'inconvénient, c'est qu'il a mangé une grosse partie parce que sinon il va avoir du blanc. Donc je peux faire valider, mais mon image est plus petite qu'au départ. En tout cas, l'horizon est bien fait. Allez, commande Z. Et cette fois, je clique sur contenu pris en compte. Je refais la même manipulation, désincliner. Je vais tracer le trait le long de mon horizon qui n'est pas droit. Et ici, je vais valider. Si vous regardez, là, il y a une zone blanche qui est créée. Mais si je fais entrer, en fait, le logiciel va automatiquement calculer pour combler. Donc ça marche bien quand c'est la mer, quand c'est un paysage un peu abstrait, pas quand c'est trop concret. Mais en fait, le blanc a été, avec l'intelligence artificielle, automatiquement comblé en prenant les éléments autour pour les retraduire et les faire. L'avantage, c'est que ça vous évite d'avoir une perte de votre format de document parce que si voilà, c'était vraiment trop penché, le problème c'est qu'au bout d'un moment, tout simplement, votre image va être plus petite. Donc pensez tout simplement à cocher supprimer les pixels rognés, c'est ceux qui vont être à l'extérieur, et contenu pris en compte qui permet de combler les trous pour garder le format de votre image au maximum. Allez-y, ouvrez l'image et essayez de le faire, vous allez voir, vous allez l'utiliser de temps en temps sur vos prises de vue. On va maintenant s'intéresser au réglage des images, de la couleur, du contraste, des luminosités, etc. avec une image. Donc je vous ai fourni une autre image, fichier ouvrir, et on va ouvrir robe rouge.jpg. Donc c'est un portrait mais qui a été pris, qui est assez terne, vous voyez ça manque pas mal d'éclat, pourtant c'était une photo d'extérieur mais il manque pas mal d'éclat ici. On a beaucoup de paramètres pour régler et corriger les images. Pour l'instant, on va faire au plus simple. Vous allez voir progressivement dans la formation, on va avancer sur la complexité des outils. Donc pour l'instant, on fait au plus simple. J'ai mon image, ici elle est toujours en arrière-plan, ça c'est pas gênant. Je prends mon outil de déplacement qui sélectionne, pour l'instant même si c'est pas ça qui va nous intéresser. On va aller plutôt dans images. Allez, on va interagir sur les images et je retrouve la possibilité d'avoir différentes fonctions. Et celle qui m'intéresse, c'est tonalité automatique, contraste automatique et couleur automatique. Si je clique dessus, vous voyez, là je vais revenir en arrière comme ça, vous voyez la différence, ça a complètement changé au niveau de la tonalité, c'est beaucoup plus clair. Je peux retrouver une autre possibilité qui est le contraste automatique, donc ça va jouer sur le contraste et également sur les couleurs, donc là ça va être un tout petit peu plus bleu parce que c'était une prise de vue je pense le matin, donc ça tire plus vers les bleus. Et je peux cumuler, allez je reviens encore en arrière commande Z, mais si je fais tonalité automatique, je peux encore rajouter le contraste et je peux ajouter également, je peux cumuler les trois en même temps, vous voyez, ce qui me permet de changer complètement, vous voyez l'image qui est ici, par rapport à l'image qui était de base, qui était beaucoup plus terne et on ne pouvait pas voir. Donc ça c'est très rapide, vous avez quelques modifications à faire, vous ouvrez l'image, image et vous allez chercher sur tonalité et contraste et couleur automatique suivant ce que vous voulez modifier. Il ne vous reste plus par la suite qu'à enregistrer l'image pour avoir les modifications enregistrées ou vous pouvez encore continuer. Donc allez-y, essayez de votre côté et on va passer sur des réglages un tout petit peu plus poussés. Alors vous allez me dire, c'est bien beau ce qu'on a fait, mais moi ça ne me convient pas, j'aimerais bien plus de luminosité, plus de contraste ou changer encore d'autres paramètres. On a la possibilité d'avoir des paramètres plus précis et plus complets. On va retourner dans Images et au lieu d'aller chercher les réglages automatiques, on va chercher dans Réglages. Et là il y a une multitude, donc on va pas tout voir ici. Déjà après vous pourrez regarder vous de votre côté si ça vous intéresse, on le verra progressivement. Mais ici on va voir pour l'instant luminosité, contraste, c'est ce qu'on utilise souvent le plus et on pourra jouer également avec les courbes. Allez, luminosité, contraste, une fenêtre va apparaître qui nous permet de régler. Par défaut, la luminosité et le contraste est ici à 0. Si je vais à droite, ça va augmenter, donc éclaircir. Attention à ne pas brûler, à l'inverse, ternir, vous voyez, retirer la luminosité.
et augmenter le contraste ou le réduire. Donc vous voyez, suivant ce que l'on veut faire, on va pouvoir augmenter ou réduire le contraste pour avoir des effets complètement différents, très contrastés ou pas. On retrouve la possibilité toujours de faire un mode auto, et donc là, il va calculer automatiquement pour lui. Il va se dire, le logiciel par rapport à d'autres choses, c'est l'intelligence artificielle qui calcule, pour lui, l'optimum c'est 13 et 26. Peut-être que pour vous, c'est pas ça, donc vous pouvez continuer à jouer ici sur luminosité contraste, et pensez bien à cocher aperçu pour voir le résultat avant ou après. Ici, si vous utilisez l'algorithme hérité, en fait, ça va revenir au départ et recalculer. Moi, je le retire et je préfère le faire manuellement par rapport à moi la sensibilité que je veux. Donc, aperçu pour voir avant, après. Je vous remonte rapidement, image, réglage, luminosité, contraste, et là, vous mettez ce que vous voulez. Une fois que ça vous convient, vous appuyez sur OK. On va revenir en arrière avec commande ou CTRL Z, voilà. Et je vais aller dans image, réglage, cette fois, je vais m'intéresser à la courbe. Alors, les éléments qui sont ici reviennent en fait à des paramètres sur luminosité, contraste, mais présentés un peu de façon différente. Ici, on peut jouer sur les couches de couleurs. Je vous en ai pas encore parlé, juste pour vous dire que vous pouvez jouer sur les 3 couleurs en même temps, ou plutôt sur le rouge, plutôt sur le vert, plutôt sur le bleu. On va rester par défaut RGB. Et là, en fait, je vais pouvoir interagir sur cette ligne droite. Je vais pouvoir aller directement dessus, ça va me créer un point d'ancrage, et je vais pouvoir le déplacer, voyez. Donc, soit l'éclaircir, ce qui revient à la luminosité, et ici, si je le baisse, plutôt au contraste, vous voyez. Et donc, ça me permet tout simplement de faire des petites modifications si besoin par rapport à ce que je veux. Donc, vous voyez. Et vous pouvez également déplacer les points de départ dans un sens ou dans l'autre, vous voyez. Et donc, vous avez donc la possibilité tout simplement de modifier ces éléments. Ici, on peut jouer directement avec plutôt sur les zones de points noirs, ici plutôt les zones de points gris et ici plutôt les zones de points blancs. Et il vous suffit juste de prendre un point et là en fait ça va recalculer automatiquement. Là je vous explique juste le principe, donc là ça joue sur toutes les courbes. Là ce n'est pas des réglages qu'on va faire, c'est juste pour vous expliquer comment on fait. Je fais annuler, je vais juste revenir dessus, image, réglage, courbe, et nous on l'utilise de façon plus simple directement ici. On va revenir par la suite, soit dans cette formation, soit dans une formation intermédiaire sur beaucoup plus de paramètres. Et vous voyez, avec la courbe, vous pouvez revenir un petit peu dans le même style que quand on était sur luminosité, contraste. Donc allez-y, essayez de regarder pour avancer et corriger les images par défaut comme vous le voulez. Je suis revenu à la base de l'image, je vous montrer un dernier réglage qui est image, réglage, et là on va passer tout simplement en noir et blanc. Si vous voulez passer en noir et blanc, c'est une des méthodes. Je clique dessus. Là, l'avantage, c'est que ce n'est pas juste un noir et blanc. C'est un noir et blanc, on va pouvoir jouer sur les différentes couleurs, rouge, jaune, vert, etc. Et donc, je vais pouvoir accentuer ou réduire les zones de rouge dans cette image, voyez. Si le rouge, parce que la robe était rouge, plus foncé, ou plutôt la zone rouge plus claire. Voyez, bon, après, il y a du rouge dans le visage aussi, donc c'est un peu trop, mais ça permet de jouer un petit peu. Je voudrais un petit peu plus éclaircir, voyez. Dans le jaune, donc je ne sais pas s'il y avait beaucoup de jaune, si il y avait un peu de jaune. Donc je peux éclaircir pour le vert. Donc là c'est plus, vous voyez, le fond qui était vert, ça permet de créer un effet ou éclaircir au contraire par rapport à ce niveau. Le cyan, donc là il y en a un petit peu, mais surtout on en a si on a un ciel. Le bleu, on a un petit peu de bleu là dans les cheveux, et le magenta, voilà, on avait un petit peu dans la robe. Et donc ça vous permet, vous voyez, de changer. On peut également jouer sur la saturation et la teinte par la suite si on veut. On peut mettre de la couleur pour avoir un peu style sépia ou autre, vous voyez, pour créer des effets de couleur, un aplat de couleur avec un noir et blanc, mais je peux décocher pour retrouver un noir et blanc classique. Vous voyez, sinon aperçu c'était comme ça, maintenant avec le noir et blanc, et je peux retrouver la possibilité de faire encore un automatique qui me permet d'avoir des réglages par défaut si vous êtes un peu la flemme dessus. Et on a des paramètres aussi prédéfinis avec des filtres. C'est plutôt un filtre bleu. Donc là, on va travailler plus sur le bleu, un filtre plus foncé, etc. Ou on revient au mode automatique ou au mode personnalisé. On valide et donc ça permet de transformer une image en noir et blanc avec des intensités de noir ou de blanc sur des couleurs choisies. Allez-y, essayez de le faire et on va passer maintenant à autre chose. Est-ce que xam ngeen le leader de la formation en informatique day may ay bourse? Waaw,
dañuy maye ay bourses. Fantech Academy lance des cours d'été de l'Université populaire du numérique. Tu peux te former à Word, Excel, PowerPoint, cybersécurité, création d'entreprise, gestion de projet, management, infographie, administration réseau et bien d'autres. Inscris-toi, connecte-toi, progresse. En fin de parcours, si tu souhaites valider tes acquis, tu pourras passer une évaluation finale. Et en cas de réussite, une attestation te sera délivrée moyennant des frais d'évaluation. Les inscriptions sont ouvertes sur www.senegal.fantechacademy.com. Formez-vous aujourd'hui, transformez votre demain.